What is up, family? We have another Patreon request. Cette fois-ci, answer to an anti-vax mom. Trancher du fake. Des fakes. Numéro 2. Trancher des fakes? C'est quoi ça? C'est un astrono-geek, mais différent, if you know what I'm saying? Different as anti-vax moms. Okay, so people that are against vaccines. There's plenty of them. My sister, I think, is one of them. Yeah, my sœur, no, she don't. That COVID shot, she was like, hell no, I'm not putting that in my body. But anyway, let's go. And then she did get COVID. She was sick like everybody else for about a week, like the flu. And then everything was fine. Alors, anyway, let's go. Peut-être avez-vous croisé la vidéo d'une maman, Maëve Guibert, devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle sont lancées de très graves et de très nombreuses accusations contre les vaccins. Ce qu'elle raconte va totalement dans le sens des inquiétudes de nombreux parents. Des inquiétudes qu'on peut comprendre. Il est parfaitement normal d'être rétif à l'idée d'injecter un produit pharmaceutique dans le corps d'un enfant qui n'est pas malade. A priori, on se comprend. Mais la santé publique des enfants comme des adultes est une question sérieuse. Alors il faut se documenter correctement. Et surtout, savoir pour quelles raisons on souhaite rejeter les conseils des médecins afin de pouvoir examiner ces raisons. Alors bien sûr, il faut respecter la liberté de pensée de chacun. Une liberté qui s'accompagne de la responsabilité d'assumer les conséquences de nos actes et de nos paroles. Nous avons choisi de répondre à cette vidéo parce qu'elle résume l'essentiel de l'argumentaire anti-vax en 8 minutes. Pour autant, on ne pourra pas s'arrêter sur toutes les phrases qui mériteraient un démenti. Notre vidéo sera déjà trop longue. Vous trouverez en description un lien vers un article plus complet où des dizaines de liens vous fourniront les sources et les références de tout ce qui sera dit ici. Générique. Oh, God, I know that guy. Oh, I know them too. Je ne souhaitais pas faire partie du mouvement anti-vaccination quand j'ai eu mon fils. Je savais que la vaccination comportait des risques et je souhaitais simplement attendre les 2 ans de mon fils avant de le faire vacciner car je considérais qu'il était important qu'il fasse ses premières défenses immunitaires tout seul. Alors, là, déjà, on a une sorte d'appel à la nature. Les défenses que l'enfant fabrique tout seul, sans aide extérieure, seraient préférables à celles produites grâce à la vaccination. On n'a aucune forme d'explication à cela, aucune forme de justification, et en fait ce serait dur parce que c'est juste faux, c'est juste complètement faux. Et surtout c'est une très mauvaise idée en fait, de ne pas aider le système immunitaire d'un enfant dès que possible, parce qu'il n'est pas prêt à se protéger contre toutes les maladies. Les anticorps de sa mère le protègent contre certaines maladies, pas toutes, et pendant un certain temps. Pas tout, ouais, c'est vrai. C'est pourquoi il est au contraire important de le vacciner pour éviter, bêtement, qu'il meure d'une maladie évitable. Not so fun fact que cela, au XVIIIe siècle, un enfant sur 2 n'arrivait pas à l'âge adulte. Je l'ai inscrit à la crèche par nécessité parce que je reprenais mes études. Ils ont mis quelques mois à réaliser que mon fils n'était pas vacciné. J'ai été convoquée et le médecin de la crèche m'a alors sommé de faire les vaccins à mon fils en me laissant un délai de 5 jours. Voilà. Alors heureusement que le médecin a ce type d'exigence, parce que c'est le rôle des établissements d'assurer la sécurité de tous les enfants. Wait, so, and look, I have something to say here. I respect her opinion of her child. You don't want to get your child vaccinated. That's your right. That's your right. However, why would you want to risk all the other children in the school? Even if they're vaccinated, in other words, the measles, for example, that's a pretty dangerous disease to get, the measles, and it spreads like fire. You say, you know what? I don't want to get a vaccination for my child. I don't want to vaccinate it against the measles. No, I don't like it. I'm not doing it. No. Well, then the school should have the right to say, well, then your child's not coming to the school, because no way is your child going to infect everyone else with whatever diseases it gets because you don't want to get a vaccine for it. There's no way you're going to risk the other children in the school.
That's an absolute hell no. And that's it. That's the way it should be. The school should just say, you have every right, but you're not allowed to come. You can't bring your kid to the school then. That's it. It's very simple, right? It's fair. And you guys are probably saying, well, if all the other kids are vaccinated, why would they have to worry about a child who's not vaccinated coming in to the school? Because they're vaccinated, they won't get sick. Well, they may not get as sick. They may not die from the measles, but you could still get very sick. And that goes for every disease out there. It doesn't mean it prevents you from getting sick. It just prevents you from going like code red death, like the beginning of COVID. I still don't understand that one, by the way. I still don't understand. I guess COVID just got weaker as it lasted, because you remember in the beginning, I remember a video in a Spanish hospital and everyone was like dying and the nurses were crying, and it was just an absolute madhouse. There were Spanish victims and people that had COVID on the floor. There was no place to put them. They were on the tile floor just waiting, and everybody was sick. The nurses were exhausted. And people were dying left and right, dying. It was like, but then I would say 6 months later, people were just like, yeah, I got COVID. Yeah, I don't know. I coughed for a little bit. Yeah, I don't know. I'm good. I got COVID. And then somebody else, yeah, I got COVID too. I couldn't smell for 3 days. I didn't even know what I was eating. Couldn't taste or smell. But it was like, why aren't people like just dying immediately and incredibly sick like they were in Spain in like the first 2 weeks of COVID coming out? Like everybody was dying. Like, remember, it was crazy. But then all of a sudden, no one had a cure. There was no vaccine. It was just like, oh, people just started to fight the disease better. Like, it was weird. It didn't make sense to me. But anyway, so you can still get sick. You just won't die. So she has every right. Keep your kid in your house. That's all. You start to school, homeschool your child if you don't want to get a vaccine. That's what I say. Un enfant non vacciné a des risques accrus de contracter une maladie infectieuse et de la transmettre aux autres enfants. Alors, d'abord les enfants trop jeunes pour être vaccinés, et puis les enfants qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas être vaccinés. On a donc tous And them too. I didn't even think of those. intérêt collectivement Right. et individuellement à ce que l'ensemble des enfants qui peuvent être vaccinés le soient le plus tôt possible. Comme j'étais effrayée, j'ai contacté mon médecin traitant en lui demandant de me prescrire le vaccin DTP. Il a essayé encore, et comme il semblait ne rien comprendre, il m'a dit qu'il ne trouvait pas ce vaccin. Et il m'a prescrit à la place l'Infanrix. J'ai refusé. En France, on a cette particularité d'avoir des vaccinations obligatoires pour entrer en crèche. C'est le vaccin DTP, diphtérie, tétanos, polio. Et puis on a aussi des vaccinations qui sont, elles, recommandées. La raison est historique. Pourquoi est-ce qu'on a des vaccins obligatoires ? Eh bien, ces maladies, dans le passé, étaient des fléaux tellement importants qu'il a fallu absolument les éradiquer. Et pour ça, on a jugé que la bonne manière, c'était de les rendre obligatoires. Bon. Mais depuis, la Haute Autorité de Santé a pensé qu'il n'était plus nécessaire de rendre un vaccin obligatoire pour que les gens l'utilisent. En toute logique. Quand on vous propose un moyen de protéger vos enfants contre tout un tas de maladies potentiellement mortelles, que ce traitement vous est remboursé, on s'attend à ce que les gens soient bien contents de l'utiliser. Seulement voilà, de nos jours la méfiance règne. La méfiance règne. Pour des tas de raisons, certaines bonnes, d'autres très mauvaises, une partie de la population n'a plus confiance dans les discours dits officiels et, par ricochet, dans l'efficacité de la science. Résultat, on se méfie d'un traitement obligatoire. Bah oui, plus fourbe encore. On veut bien accepter le traitement obligatoire parce que la loi est là et donc on obéit, mais par contre, en revanche, alors là, dès que ça n'est pas obligatoire, là on le refuse obstinément. C'est ce qui se passe avec les vaccins obligatoires versus recommandés. Et le problème est assez inextricable parce qu'on a finalement assez peu de choix. Ou bien on maintient l'obligation, on garde l'état actuel et on alimente la suspicion actuelle, ou bien on rend obligatoire ce qui n'était que recommandé jusqu'à présent et on alimente la suspicion. Ou bien 3, on lève l'obligation et là les gens vont se dire, voyez, on a eu raison de protester, on a eu raison, ils ont retiré l'obligation et donc en fait on alimente également la suspicion. Quoi qu'on fasse, si les gens veulent être dans le soupçon et
dans cette idée qu'on veut les empoisonner, ils trouveront des raisons de continuer à penser ce qu'ils pensent. Pour information, le mois dernier, l'Italie a rendu obligatoire 12 vaccinations qui étaient jusqu'à présent seulement conseillées. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes avec les vaccins que les parents arrêtaient d'utiliser avec leurs enfants. Insistons sur un point qui n'est pas un détail. Aujourd'hui, les vaccins recommandés sont aussi importants et aussi efficaces que les vaccins obligatoires. Je rentre chez moi, me documente et découvre que le DTP a été retiré du marché en 2008 car il causait des allergies engageant le pronostic vital. En fait, le vaccin hexavalent, celui qui est important parce que c'est celui que madame a refusé de donner à son enfant, il n'a pas plus d'effets secondaires que le DTP de base et rien de très grave. That's another thing, the side effects. Vaccines are one thing. Have you seen? Well, I don't know how to. In over here, they have to mention every single side effect when they put up on la pub une pub de pills and medicine, and there's always side effects. I swear to you, for everything it cures, you have one thing that the pill is supposed to cure, right? It's supposed to be je sais pas, if you have stomach pain, take this pill and your stomach pain will go away. Okay, so yes, it solved the problem. It took away your stomach pain. However, the side effect could be like diarrhea for a week. You might faint. You might be dizzy. You might have a heart attack. If you have high blood pressure, please read the label before you take this medicine. Your foot might fall off. Your head might break. Your neck might never work again right. You know, you may stop breathing in your sleep and die. Like, I'm exaggerating now, but I swear to you, this part I'm not exaggerating. There are 20 to 30 side effects for these drugs that claim to help you with your one problem. So, like, what are you supposed to do? You're supposed to say, okay, let me get that pill. I might get 30 more problems that happen, but at least I'm taking care of my stomach problem. Like, so a lot of people have that fear. And then vaccines. Look, there's one person I know who has never been the same since she took the COVID vaccine, the first one. You know, there were like 3 different versions, but the first version of the vaccine, which was supposed to help with like 80% or something like that, or 85% cure or prevention. I tell you, the woman never, she said her memory is shot. She can't breathe properly anymore. I don't know. It did something to her. Her aches and pains in all of her bones. Everything is painful now. And she was only like 38 years old when she did it. 38. And she says to this day, I have never felt the same since I got that shot. It's crazy. So you have to be, it's a difficult, it's difficult to take both sides with all of this, because each one has a negative and each one has a positive. Par contre, il a quand même des avantages. Il permet de ne faire qu'une seule piqûre et en une fois de protéger contre 6 maladies, donc moins de piqûres, moins de rendez-vous chez le pédiatre, moins d'adjuvants. Pour ceux qui auraient peur des adjuvants, on peut y revenir. Mais... But what are the side effects? Voilà. Bref, l'hexavalent, c'est tout bénef, a priori. Rappelons quelque chose qui est fondamental, qui est basique et qui pourtant parfois nous échappe, c'est que le risque zéro n'existe pas. Que ce soit en prenant le train, en prenant un bain, en prenant une bière, vous courez des risques. Mais le risque d'allergie lié à un vaccin, quel qu'il soit, est très très faible et il est surveillé étroitement. Il est si faible ce risque que ça n'aurait aucun sens de vouloir en protéger un enfant en l'exposant en même temps à 6 maladies dangereuses. Vous êtes obligé de faire vacciner votre enfant avec des vaccins non obligatoires, comme l'hépatite B, et il vient tout juste d'être reconnu par un tribunal français le lien entre le vaccin anti-hépatite et la sclérose en plaques. Le tribunal a conclu à un non-lieu, donc c'est faux. Et puis surtout, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'est-ce que dit la science, qu'est-ce que dit l'état de l'art. Alors, les études faites depuis longtemps arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas de lien entre vaccination et sclérose en plaques. Mais pourquoi est-ce qu'on a suspecté ce lien? Alors, la sclérose en plaques, elle se déclare en général à l'adolescence. Or, le vaccin contre l'hépatite B était reçu avant, à l'adolescence. Alors, certaines personnes ont transformé cette corrélation en causalité et ont estimé que la maladie était la conséquence des vaccins. Et c'est pas idiot dans l'absolu. Il fallait vérifier. Ça, c'était il y a plus de 20 ans. Et comme je vous l'ai dit,
Depuis lors, on a eu beaucoup d'études qui ont montré une absence de lien. Depuis, on vaccine contre l'hépatite B avant l'âge d'1 an, avec le fameux hexavalent que la maman a refusé, toujours sans aucune incidence sur la sclérose en plaques. C'est factuellement démontré et j'y peux rien. Je reçois alors un coup de téléphone de la médecin de la crèche qui m'informe qu'il existe encore un vaccin DTP, le Revaxis, et que je peux le faire faire à mon fils comme première injection pour qu'il soit à jour. Soudainement, et en l'espace de 24 heures, il n'est plus question de rappel. Une seule injection, et mon fils peut rester à la crèche. On propose à la maman une autre solution puisqu'elle a refusé les solutions précédentes. C'est le rôle du médecin et de la crèche de faire en sorte que tous les enfants soient vaccinés, même quand les parents sont récalcitrants. Je vais en pharmacie et demande la notice du fameux Revaxis pour découvrir, atterrer, que non seulement le Revaxis est interdit à la primo-vaccination, mais qu'en plus, il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché pour les enfants de moins de 7 ans. C'est bien pour ça que ce n'est pas ça qu'on avait proposé à la maman au départ. Au départ, on lui propose l'hexavalent, qui est parfaitement dans les clous. Comme elle refuse l'hexavalent, comme elle refuse la solution idéale, eh ben on l'oriente vers une autre solution. Évidemment, elle n'est pas contente, mais c'est pas étonnant que la solution de seconde main soit moins It's a third choice. souhaitable que la première. Quand on refuse des bonnes solutions, au final, il vous reste des moins bonnes solutions. Je menace donc de porter plainte contre l'établissement et contre le médecin pour faute professionnelle grave. Médecin qui démissionne seulement 48 heures après m'avoir menacé d'exclure mon fils de la crèche. Désireux de ne pas voir She does it all with a smile. leur établissement traduit en justice par une gamine de 20 ans, la direction accepte de maintenir la place en crèche de mon enfant, et c'est grâce à l'ignorance et à l'incompétence d'un médecin que j'ai pu reprendre mes études. Alors là, d'abord, on signale que j'ignore, moi personnellement, si ce qu'on raconte est vrai, si les faits se sont déroulés de la manière dont ta maman les raconte, on va considérer que c'est vrai. On va lui accorder le bénéfice du doute sur ces points-là au moins. Mais c'est scandaleux en fait ce qui vient de se passer. La crèche est censée protéger tout le monde, et donc refuser les enfants des parents qui n'acceptent pas la règle du jeu. I completely agree with it. Donc là, il peut se passer deux choses maintenant dans cette crèche. Cas numéro 1, l'enfant non vacciné sera protégé par la couverture vaccinale des autres, qui va empêcher qu'il tombe malade, et la maman pourra claironner triomphant dans plusieurs années. Vous voyez, mon fils n'a jamais été vacciné, et pourtant il n'a jamais été malade, donc les vaccins ne servent à rien, on vous manipule, vous êtes trop des moutons. Et Oh, les moutons, I heard about moutons. Mais on est quand même des moutons. Vraiment, on est. Just, maybe not in this. Generally speaking, well, we're definitely les moutons. puis il y aura d'autres gens pour être convaincus par cela et se dire elle a bien raison, regardez, son enfant va très bien, il n'a pas été vacciné, alors je refuse la vaccination moi aussi, jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences plus graves. Et le cas numéro 2, c'est la conséquence plus grave qui arrive directement. Son enfant, non vacciné, peut contracter une maladie contagieuse et la transmettre à un autre enfant, trop jeune pour être vacciné, ou qui est malade et qui ne peut pas être vacciné. Ouais. Et là, on aura des enfants malades, des enfants en danger, à cause d'une décision. Oui, so ouais. Your kid can't go to school. It's that simple. Irrationnelle. Simple. Enfin, on se demande si les parents anti-vax pensent à ces dangers-là, pensent aux conséquences pour les enfants des autres également. No, they don't. They don't think like that. Je vous rappelle que nous parlons de maladies infectieuses Non. dont les risques mortels sont avérés. En fait, c'est grave. Les médecins font 8 ans d'études, mais n'ont que 4 heures de formation sur le sujet. J'en doute. J'ai été à la bibliothèque universitaire de médecine de Toulouse et j'ai trouvé un livre sur la vaccination. Un pauvre bouquin de 70 pages, plongé au milieu de milliers d'autres, écrit par le laboratoire pharmaceutique GSK, dont le titre était « Les enjeux économiques de la vaccination ». Bon, alors, on peut avoir accès en ligne à la liste des ouvrages de la bibliothèque dont parle la dame là. Donc vous allez sur internet, vous cherchez la bibliothèque, vous tapez le mot vaccination et vous regardez ce qui sort. Et lorsqu'on le fait, on ne trouve pas 97. une, pas deux, on trouve 97 références. Les étudiants en médecine ont accès à l'ensemble des bibliothèques de Toulouse. Et donc dans lesquelles ils vont trouver d'autres références sur la vaccination, ils pourront se documenter ailleurs, ils peuvent également se documenter sur internet, où il y a des sites, etc. On constate que cette dame n'a trouvé qu'un seul livre, alors que nous on en trouve 97. Ouais. Ça nous éclaire sur sa capacité ou sa volonté de se documenter correctement sur ce qu'elle raconte. Autre hypothèse, elle nous baratine. Il ne faut jamais soupçonner que les personnes avec qui vous n'êtes pas d'accord sont dans le mensonge. Elle nous baratine. I have to learn these things. Autre hypothèse, elle nous baratine. Il faut Baratine. jamais soupçonner Bullshit us. I like that. que les personnes avec qui vous n'êtes pas d'accord sont dans le mensonge ou dans la manipulation. Donc on va considérer qu'elle est juste incompétente pour se documenter. C'est déjà dommage.
pour une vidéo à ce point virale, à ce point partagée et à ce point crue par les gens de bonne foi qui sont inquiets par ce qu'elle nous raconte. Voilà. Il existe un grand nombre de médecins qui ne remettent pas la vaccination en question. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, mais simplement parce que c'est une pratique en laquelle ils croient. La pratique des médecins évolue au fil du temps à la lumière des travaux des chercheurs. C'est un petit peu leur travail, leur métier, Oui. de savoir quels soins, quelles pratiques sont plus utiles, sont plus importantes, sont plus pertinentes que d'autres. Et c'est un peu la différence entre l'expertise, la connaissance et la croyance. Et donc je vous soumets l'hypothèse que cette maman, là, avec son témoignage, est davantage dans la croyance que l'ensemble du corps médical qui aboutit à des consensus scientifiques. C'est l'hypothèse que moi je juge la plus crédible. Cependant, des études montrent que le plus gros pourcentage d'enfants non vaccinés se trouve être les enfants de médecins et de pharmaciens. Alors voilà, donc là on nous affirme quelque chose qui est étonnant et qui peut nous faire dire « Oh là là, c'est bizarre, il y a haleine sous gravillon si les médecins ne vaccinent pas leurs enfants. » Sauf que on nous parle d'études, on voudrait les voir. C'est important de fournir les études, de fournir les références, des choses quand on prétend qu'on s'appuie sur des études. Alors moi, je vais vous dire, j'affirme le contraire, que les médecins, les pharmaciens et, de manière générale, tous les gens qui travaillent dans le monde de la santé se vaccinent et vaccinent leurs enfants au moins autant que les autres. La croyance populaire nous dit que les vaccins éradiquent les épidémies. Faux. Une épidémie est condamnée, par nature, à s'éteindre d'elle-même. Vous n'avez pas été vacciné contre la peste, le choléra ou la lèpre. En effet, et voilà pourquoi c'est stupide ce qu'on vous raconte ici. La peste se soigne avec des antibiotiques. La lèpre se soigne avec des antibiotiques. Ouais. Pour le choléra, il existe des vaccins qu'on utilise dans les régions du monde où justement l'hygiène ne permet pas d'éradiquer ou d'empêcher les épidémies. Et on peut également aussi traiter en partie avec les antibiotiques. Alors effectivement, on peut considérer qu'une maladie s'éteint par nature et que c'est très bien de laisser ravager une population et d'attendre qu'elle ait fini de faire le job, et donc qu'elle ait tué ceux qui étaient trop faibles, hein. Et au final, ceux qui vont résister, eux sont solides, et c'est très bien. On peut considérer que c'est mieux de mettre en place des méthodes pour empêcher que les gens tombent malades, Oui. pour empêcher que les gens meurent, souffrent, que les parents perdent leurs enfants, que les enfants perdent leurs parents, etc. Mais si vous voulez défendre l'idée qu'il faut laisser les épidémies s'éteindre toutes seules, vous avez le droit. Et on aura le droit de vous faire remarquer que c'est une position morale qui est très discutable. Je ne pense pas que cette maman veuille qu'on laisse les épidémies se propager. Je pense qu'elle préfère, elle aussi, comme moi, comme tout le monde, qu'on fasse tout ce qu'il faut pour éviter que les gens tombent malades. Alors, si on veut faire en sorte d'éviter que les gens tombent malades, faisons ce qu'il faut pour cela. C'est l'amélioration des conditions d'hygiène qui a aidé à la disparition de ces maladies. Et si vous prenez les courbes de déclin d'une épidémie, quelle qu'elle soit, vous allez vous apercevoir que la vaccination arrive toujours et systématiquement à la fin. Là aussi, c'est totalement faux. L'argument classique de la rhétorique anti-vax prétend qu'en réalité, les vaccins n'ont vaincu aucune maladie. Alors, allons vérifier ce que publie le CDC, le Center for Disease Control and Prevention. C'est américain. Le CDC a publié des données très précises sur le nombre de personnes affectées par diverses maladies au cours du temps. On voit des graphes. Sur les graphes sont indiqués les moments où on a commencé à utiliser les vaccins et on constate très facilement l'effet direct des vaccins sur le nombre des malades. On a des graphes, on a des faits d'hygiène. L'hygiène n'est pas impliquée dans l'éradication de la poliomyélite dans les années 50 ou de la rougeole dans les années 60 aux États-Unis et dans les pays occidentaux. Parce que l'hygiène avait fait des progrès bien avant cela. En revanche, dans les années 50 et les années 60, c'est pile là où on a commencé à utiliser les vaccins contre la polio et le vaccin contre la rougeole. Coïncidence? Je ne crois pas. L'argument de l'hygiène est de toute façon intenable. La bronchiolite du nourrisson circule-t-elle uniquement dans les familles qui ont des carences en hygiène? Spoiler. Non. Non. On me demande souvent si je n'ai pas peur que mon enfant attrape des maladies comme le tétanos. Ce à quoi je réponds que mon fils peut attraper 20 fois le tétanos et en guérir 20 fois. Il ne sera pas à l'abri de l'attraper une 21e, car il n'y a pas d'anticorps pour la bacille tétanique. Voilà. Il commence à s'énerver un peu. Donc là, on peut légitimement être très inquiet pour la santé de l'enfant de cette dame. Ça veut dire quoi? Elle imagine qu'on peut guérir comme ça facilement du tétanos? Alors regardons un peu, c'est quoi le traitement contre? Can we do some research? Is her child still alive? I'm not wishing death, but I just wonder, is there any? I wish there was a way we could. Oh, the child's been in the hospital 7 times since the video. Oh, il a
presque mouru. Mais il est pas mort. Oof, thank God. Mais I wish there was a way we could just, because you know, if you ask her, ah non, jamais. Non, il n'était même pas malade une fois, mais pas une fois. Yeah. Ok, madame, ok. Le tétanos. Les malades sont soignés, sont suivis en soins intensifs, soumis à des antibiotiques pour éliminer les bactéries à l'origine de la maladie. That does not look pleasant. My God. Mais ce qui tue, c'est la toxine, laquelle s'attaque aux neurones. Les patients doivent donc subir une sérothérapie. C'est quoi une sérothérapie? Ça consiste à injecter rapidement des doses importantes par voie intramusculaire d'un sérum provenant d'un sujet, humain ou animal, qui a été immunisé. Elle diminue la mortalité, cette sérothérapie, mais elle n'intervient pas directement sur les toxines déjà fixées sur les neurones. Et à cause de ça, le taux de mortalité est d'un tiers en France et dans les pays occidentaux. En fonction de la gravité de leur état, les malades reçoivent du diazépam, des barbituriques, de la chlorpromazine, du dantrolène, du baclofène, des anticoagulants et, pour faire joli, une trachéotomie. Une sinécure, donc, pour l'enfant de cette maman qui dit que son enfant pourrait le subir 20 fois. Mais le pire, voyez-vous, c'est que l'infection ne confère pas l'immunité. Le seul moyen d'être efficacement protégé, I know somebody who got COVID like 7 times. It was crazy. immunisé, c'est de recevoir un vaccin qui induit une production d'anticorps contre la toxine. Il n'y a pas un seul bon argument pour ne pas vacciner votre enfant contre le tétanos. L'inefficacité de la vaccination. Prenez toutes les maladies contre lesquelles il existe un vaccin et regardez quel est le pourcentage de gens vaccinés et de gens non vaccinés qui l'attrapent. À peu de choses près, d'un côté comme d'un autre, vous trouverez le même pourcentage de gens vaccinés ou non qui contractent cette maladie. But one is going to prevent it from getting worse. Il est un peu con. Demandez autour de vous et vous trouverez rapidement quelqu'un qui vous dira qu'il a été vacciné contre la grippe et qu'il a attrapé la grippe. Anecdote. Vacciné contre la varicelle et qui a attrapé la varicelle. Anecdote est plus rare. Vacciné contre la rubéole ou la rougeole et qui l'a attrapé, etc. Oui, donc tout ça, ce sont des anecdotes. On sait bien en science, I don't know anybody who got the measles when they got vaccinated. Not one. et comme d'ailleurs dans le monde juridique, que le témoignage personnel est la pire des preuves, c'est la moins efficace, c'est la moins fiable. Et pourtant, c'est à cela qu'elle vous fait référence, parce qu'elle n'a pas, sans doute, les références scientifiques. Nous, ce qui nous pourrait nous convaincre que c'est vrai, ce serait d'avoir des études qui nous montrent qu'en effet, le vaccin ne protège pas mieux. Or, c'est pas ce qu'on observe. Le vaccin contre la grippe, il est préparé tous les ans, en suivant les recommandations de l'OMS au sujet des virus les plus susceptibles de circuler durant l'hiver. Parce que la grippe est imprévisible, l'efficacité du vaccin varie d'une année sur l'autre. C'est assez logique, c'est assez attendu. Donc, oui, il peut arriver que quelqu'un qui est vacciné tombe malade. Auquel cas, il y a deux possibilités. Soit il s'agit en effet de la grippe, et c'est pas de chance, la personne n'a pas répondu au vaccin, ou l'efficacité du vaccin n'est pas très efficace cette année-là, ou bien, eh bien, il a une infection éventuellement virale, une virose, mais qui n'est pas la grippe. Et donc, forcément, le vaccin ne peut pas protéger contre d'autres virus que celui contre lequel il est orienté. Parce qu'un vaccin, c'est spécifique. Ça ne protège que contre un type d'organisme, le virus, la souche en particulier, qui sert à fournir ce vaccin. Si vous pensez que le fait que le vaccin contre la grippe ne protège pas 100% des gens est un argument contre la vaccination, Ouais, I know. alors cessez de boucler votre ceinture de sécurité dans la voiture, parce que la ceinture ne protège pas 100% des gens qui ont un accident. On appelle ça le sophisme de la solution parfaite. And see, it's the same analogy. In some cases, seatbelt actually killed the person in the car because it trapped them. Like the car flipped over, it started lighting up like a Christmas tree because it went on fire. Well, now you got to get out of the car as soon as you can. For some reason, you're disoriented, you're upside down, you don't know how to unclick the seatbelt, And there's been cases where, because had the person not had a seatbelt on, they might have escaped the car wreck and lived. So yeah, because the percentage of that happening is probably like 2% versus like 80-90% of people that went head-on collisions and lived because they had a seatbelt on. But she would argue the 2%. She would say, well, you see, the 2%. See, this is why you should never wear a seatbelt, because the 2% of people died while they had a seatbelt on. And you can't do nothing about people like that, and you cannot convince them otherwise. I have a feeling she's an amazing Karen. I just have a feeling she's a Karen. C'est un argument moisi. Oh, please don't make the argument that I just said.
qui dit que puisque votre solution ne répond pas à tous les cas de figure, alors elle est nulle et je n'en veux pas. Ouais. Dans la vie de tous les jours, on est beaucoup plus raisonnable que ça et on accepte une solution qui ne résout que 80% des problèmes. Allez, on la prend quand même parce que c'est mieux que rien. Ben, Mais la hell grippe est un yeah. cas particulier, en fait. D'autres vaccins ont une efficacité qui est beaucoup plus grande. Le vaccin contre la varicelle offre une protection à hauteur de 95%. Le vaccin contre la rougeole est efficace à près de 100% après 2 doses. Idem pour le vaccin contre la rubéole. Les chiffres que je vous donne sont vérifiables dans l'article sur le blog La Menace Terroriste qui est indiqué dans la description. En attendant, les laboratoires pharmaceutiques sont passés de 6 milliards de chiffre d'affaires en 2005 à 30 milliards en 2012. Oh yeah, well that's true. I mean, the drug industry, the pharmaceutical industry is is a money business. It's a money business. All about the money. There's been movies also how they pushed and paid doctors. It was actually the lawyers who had to defend them after that, but doctors were given money by these pharmaceutical companies, giving them money for the amount of pushing of their drugs that they did. Mm-hmm. Mm-hmm. Totally illegal. But yeah, they got caught. Et ça prouve quoi? Est-ce qu'une technologie qui rapporte de l'argent est forcément néfaste? Est-ce qu'une technologie qui sauve des vies doit forcément nous coûter de l'argent et être en déficit? Je ne sais Well, I mean, if it wasn't about money, the governments would pay for it. And they would say, look, I mean, this is very important. These are drugs that could save people's lives. Why would you not give the drug and save somebody's life just because they can't afford it? Then you could see how much it's just all about healing and taking care of people. That it's really not about the money. See, that's the part he should mention. pas. C'est l'idée implicite, mais au lieu de l'insinuer, il faudrait le prouver. Faites vacciner votre enfant. Détruisez ses défenses immunitaires et vous en faites un client à vie du système de santé. Wow. Donc là, on est, pardon, dans la rhétorique et la logique de la théorie du complot. On veut vous faire croire que les médecins détruisent volontairement, sciemment, les défenses immunitaires de vos enfants. Cet argument est tellement pourri qu'on peut le retourner complètement et lui donner un sens différent. Regardez, Ouais. Vacciner un nouveau-né, ça permet d'éviter qu'il attrape une maladie mortelle et qu'il ne sache pas s'en défendre. Ça l'empêche de tomber malade et de devenir un client du système de santé. Vous voyez, c'est simple. On assiste aujourd'hui à l'émergence de maladies qui sont devenues légion et étaient rarissimes il y a encore 30 ans. Parkinson, Alzheimer, cancer, sclérose en plaques, boom de l'autisme qui a fait un bond de 210% aux États-Unis avec l'apparition du vaccin R. Alors là, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Fausses. Beaucoup de choses fausses. Illusoires. On constate à l'heure actuelle dans la société une augmentation du nombre des maladies dégénératives. Si on compare maintenant à ce qui se passait il y a 100 ans, on a beaucoup plus d'Alzheimer, on a plus de Parkinson, etc. Ça veut dire quoi quand on a dans une population beaucoup de maladies dégénératives? Quand l'espérance de vie augmente, les gens vivent plus vieux, ils attrapent des maladies de vieux. C'est logique, on n'avait pas Alzheimer quand on mourait à 40 ans. That's true. That's true. Et les gens vivent plus vieux avec davantage de maladies, ils peuvent même les cumuler. Donc on a davantage de maladies, davantage de cas qui arrivent, parce qu'en plus, on sait mieux les diagnostiquer. Quant à l'autisme, là, attention. Boom de l'autisme qui a fait un bond de 210% aux États-Unis avec l'apparition du vaccin ROR à cause du mercure et de l'aluminium qui se stockent au choix dans les muscles ou dans le système cérébral. Alors non. No. No. Le lien entre vaccination et autisme est le résultat des travaux d'Andrew Wakefield. On a démontré qu'il avait truqué ses résultats, qu'il avait menti, il a été radié de l'ordre des médecins, et maintenant il vit de la vente de livres anti-vax, de conférences anti-vax qui donnent à travers le monde, et bientôt d'un film anti-vax. Donc c'est pire que de la mauvaise science, c'est du mensonge. Et un mensonge aux conséquences potentiellement criminelles. On a des articles scientifiques publiés dans des revues qui disent explicitement que ce monsieur s'est rendu coupable de fraude. Allez voir les références qui sont données dans l'article, on en a plusieurs. Et la maman anti-vax ici présente, malheureusement, pour des raisons qui m'échappent, ne s'est pas informée sur le fait qu'il existe un consensus scientifique sur l'absence de lien entre autisme et vaccination. Ce lien n'existe pas. C'est important. On vous le dit, on vous donne les sources à les vérifier.
Pour comprendre l'affaire Wakefield en français, consultez l'article de la FIS qui a fait un sujet là-dessus. Quand même, pour mettre un peu les choses à leur place, on est à un niveau de négationnisme scientifique qui est le même que celui des climato-sceptiques. Si vous vous moquez des gens qui ne croient pas, entre guillemets, au réchauffement climatique, aux gens qui ne croient pas que la Terre est ronde, par exemple, bah dites-vous que le niveau rhétorique... C'est pas rond, tout le monde sait c'est pas rond. Il est plat. Il est plat. Tout le monde sait il est plat. Des gens qui sont contre la vaccination pour ces raisons-là est du même ordre. Les produits contenant de l'aluminium et du mercure ont été retirés des commerces, car leur dangerosité a fait scandale. Alors, la phrase ne veut rien dire en soi. On ne sait pas de quel produit on parle, on ne sait pas de quel marché on parle. Comme d'habitude, on ne sait pas d'où vient l'information, quelle est sa qualité, quelle est sa pertinence. Alors, le mercure et l'aluminium ne sont toxiques que sous certaines conditions. Il faut d'abord qu'ils soient biodisponibles, qu'ils rentrent dans l'organisme. Il faut qu'ils dépassent une certaine dose. La dose est importante quand même. Pour mémoire, l'eau à haute dose tue 100% des gens qui meurent noyés. Plus généralement, tout produit chimique, à trop forte dose et parfois à trop faible dose, présente des dangers pour la santé. Se focaliser sur le mercure ou sur l'aluminium comme s'ils étaient dangereux par nature, ça n'a aucun sens. Disons, pour finir, un mot des adjuvants. Leur rôle est d'activer la réaction immunitaire, et donc si on les retire du vaccin, bien souvent le vaccin ne fonctionne plus. Aucun des produits chimiques contenus dans les vaccins, adjuvants ou autres, n'est toxique à la dose à laquelle on l'injecte. Aucun. Heureusement, parce que quand même, ce serait, pour information, plus aucun vaccin administré aux enfants en France ne contient du mercure. La vidéo de cette maman anti-vax est très symptomatique. Il s'agit d'un témoignage personnel. Les témoignages personnels sont les preuves les moins fiables en science, en raison des nombreux biais cognitifs qui nous affectent tous. On entend beaucoup d'accusations, beaucoup d'allégations, on a droit à un millefeuille argumentatif, mais constatez qu'on n'a aucune preuve. En définitive, le discours de cette maman anti-vax est essentiellement axé sur la peur. Sur la peur de ce qui peut arriver à la santé des gens que nous aimons. Très convaincante, cette stratégie ne fonctionne que si l'on peut faire oublier les véritables risques infectieux qui nous menacent tous et contre lesquels on a inventé les vaccins. Avec un peu de recul, on constate que la logique et la rhétorique déployées par les antivax est exactement celle qu'on retrouve chez les conspirationnistes. C'est très efficace et il n'est pas surprenant que de nombreux parents sincèrement soucieux de la sécurité de leurs enfants y prêtent oreille. Si vous êtes parent et pas au courant de l'état des connaissances scientifiques sur le sujet, alors vous aurez des soupçons en écoutant Madame Guibert. Rien de plus normal, les antivax ne sont pas des imbéciles, ils sont mal informés. Mais une fois que vous avez ces soupçons, c'est à vous de trouver à quelle source accorder votre confiance. Sur des sujets pareils, le doute n'est pas une fin en soi. Sometimes you just can't accept that you got it wrong. That's the problem. Some people, no matter how much you want to argue, you tell them 2 + 2 = 4. They're going to keep saying, no, it equals 3. Prove to me it equals 4. Okay, well, right here. Well, no, prove to me that math is like, you could just go on and wait until you're like, you know what, you're right. 2 + 2 = 3. You're right. I give up. But you're not allowed to teach my kid your math. You know what I mean? You could believe whatever you want to believe. Just don't get me involved in your shit. And by you bringing your child to my school where my child is, our school, I shouldn't say my school, everybody's school, right? By you bringing your child to our school, you're screwing around with us now. It's no longer about you. Now it's about us. And that's where the problem is. That's where it is. So, and that goes with everything. What you want me to believe in anything. A phobia. Let's just say a phobia. Pick one. Because anything where you disagree with something now, you have a phobia. Instead of just having an opinion or a right to think in a certain way. That's not allowed. If you do that, it's called a phobia. So, it's almost like, see, she has like reverse phobia. She's got reverse phobia that these things might kill and hurt her child. So the best thing is to just not do anything and just let the virus eradicate itself. It's brilliant. Très, très, ben, un peu
But never mind. Vous pouvez donc choisir de croire que l'on empoisonne sciemment les enfants, sur la foi de But side effects are a concern. It's kind of weird. I'm like, I understand if you don't want a vaccine. I get it. But like I said, just don't bring your child to my school with our school, because you're putting us at risk. You're putting me at risk, because when my child comes home sick, now I can get sick. My wife could get sick. Maybe I have a baby. I just had a newborn in the house. That baby can get sick. All because you were like, nah, vaccine might kill my child. So I agree with him. I'm on his side. 100%. I am. I'm on his side. But pharmaceutical is definitely about the money. Definitely about the money. Otherwise, if it was just to cure people, just take our tax money and use that and then cure people for free. Don't point individually, oh, you don't have insurance? Well, you're dying then. You have insurance? Oh, well, you're going to live. Yeah, here you go. Let me give you the shot. Like, to me, that's wrong. But, yeah. I like this guy. A little bit of humor. But he knows his shit. témoignages qui ont la même structure que ceux qui nient que l'homme a marché sur la Lune. No, that's bullshit too. Nobody ever went on the moon. That's a lie. Fake news. Réchauffement climatique. No such thing as global warming. No, there's no such thing. They're saying there's going to be hurricane category 6s soon. It will be the norm. And tornado EF6s and 7s will soon be the norm. But that's bullshit. Don't worry about it. It's not going to happen. Never. Ou la théorie de l'évolution. Ou bien vous contemplez les preuves scientifiques qui disent depuis des années que les vaccins ont sauvé et peuvent continuer de sauver des dizaines de millions de vies, en présentant un risque très sévèrement surveillé et très faible d'effets secondaires. Personne ne peut vous forcer à croire l'un ou l'autre. Exercez votre esprit critique, documentez-vous et questionnez ceux qui vous disent qu'ils savent ce qu'il faut penser. Comment savent-ils qu'ils savent ce qu'ils vous disent qu'ils savent? Sont-ils fiables? Quelle démarche permet de garantir qu'on évite un maximum d'erreurs? À vous de voir, soyez prudents. N'oubliez pas de partager cette vidéo et l'article qui est lié partout où vous pensez qu'elle pourrait être utile. On compte sur vous. Let's make sure there's nothing at the end. But he's right. He's right. You got to watch out how people bring their information to you. I agree with that. There was a comedian once that I watched. Oh, he was good. He opened the show with something like he was proving to the audience that smoking cigarettes is not a health risk. There's nothing wrong with smoking cigarettes. His presentation on how he did it and talked about it was so good that the audience, they got silent. And then he went, no, I'm just bullshitting you. No, I'm just bullshitting you. You can't, you could get lung cancer. Smoking's terrible for you, actually. Very, very bad for you. And everybody laughed. Anyway, but how many of you were starting to really, you were thinking about it just by listening to me because of the way I was presenting the information to you? And a lot of people raised their hand, like, you know what? I was beginning to be like, wow, I'm starting to second guess without anything. No proof, no information, no books, no scientists, not just the way the guy presented the story as to why eating a candy bar was more, that's it. It was eating a candy bar is more dangerous than a full-time smoker of tobacco. And yeah, so you, again, he's right. Go out, get your facts, and don't just go for one place. Really, really search around, and then make your decision. But again, I'm sticking with my story. You have the right to do what you want. Just don't get me involved with your problem. You know what I mean? Anyway, good video, good request. I don't know his name, but I will certainly put it in the description.
and give him credit, of course. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère au béton les fleurs et les bourgeons.